Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Charlier, je passe chez Postman depuis un mois, et dans le cadre de ce changement de boulot, j'ai été confronté à une nouvelle techno que je connaissais très peu, qui s'appelle le Ruby. Il est probable que vous en ayez déjà entendu parler. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit retour là-dessus. J'aurais pu faire un talk qui compare bêtement PHP, Ruby, voilà, il y a des dizaines de mecs qui font ça. En général, ça se termine pas très bien. Et je n'ai pas envie de me faire casser la figure à la sortie. De toute façon, on sait pertinemment que Ruby va gagner. Vous savez que j'aime bien commencer mes talks par poser quelques petites questions. Je voulais savoir simplement, histoire d'adapter après la suite de ce que je voulais dire, qui parmi vous a codé ou code en PHP aujourd'hui? Je veux juste savoir. Ok. Qui parmi vous a déjà codé en Ruby ou code aujourd'hui en Ruby? Cool. En fait, c'est super représentatif des chiffres. Là, actuellement, sur le web, on est sur du 80% des sites web qui tournent sur du PHP. On est à 0,5% sur du Ruby. Bien dans la vie. Pour ma part, en fait, j'ai fait 15 ans de PHP. J'ai commencé en 99, donc ça commence à dater un petit peu. C'était PHP 3, on était en mode procédural, il n'y avait pas d'objet, rien du tout. Je ne suis absolument pas vieux. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en 15 ans de faire du PHP, j'en ai fait vraiment de façon très intensive pendant les 6 dernières années, parce que j'étais développeur sur un produit qui était exclusivement PHP. Au bout de 15 ans, je suis toujours pas capable de savoir dans quel ordre on passe les paramètres sur str replace ou str. Si j'avais dit que je tolérais très peu, je le fais très peu. J'ai beaucoup aimé le PHP. Voilà, c'était le seul que je voulais vous balancer. Mais c'est, pour le coup, réellement, et c'est un truc qui m'a gonflé grave, c'est-à-dire que pendant des années, même au bout de 15 ans, j'étais obligé de coder avec la doc de PHP d'ouverte à côté, parce que j'étais absolument incapable de me souvenir de ce genre de choses. J'ai peut-être une très mauvaise mémoire, mais... Là, mon objectif en changeant de boulot, c'était d'être opérationnel sur cette nouvelle techno en un mois. Ce qui est quand même assez court. Autrement dit, être capable de développer en Ruby, en utilisant le framework Ruby on Rails, en l'espace d'un mois. Donc je vais vous parler un petit peu de cette expérience-là. Et le premier truc, la première chose à laquelle j'ai été confronté, en cherchant un petit peu, en discutant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a cette tendance à confondre le langage Ruby et ce qui est Ruby on Rails. Il y a énormément de développeurs qui commencent directement en allant taper sur Ruby on Rails, qui est uniquement un framework, un ensemble de librairies qui vous permet de travailler de façon plus efficace. Donc pour moi, c'était fondamental de faire cette distinction-là. C'est deux choses qui sont différentes, et par conséquent, commencer avec mon blog, mon tuto sur faire mon petit blog en 15 minutes avec Ruby on Rails, c'est clairement pas une bonne idée. La première chose à faire, et c'est pareil pour tous les langages, mais je pense que ça s'applique encore plus sur Ruby, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait il fait partie de ces langages comme JavaScript qui permettent à l'utilisateur, au développeur, de modifier le comportement du langage de base au runtime. Si vous ne comprenez pas la différence entre le vrai code Ruby et le code de Ruby on Rails, au moment où vous allez avoir un bug, vous allez être super emmerdé parce que est-ce que c'est Rails qui vous rajoute ce comportement-là, ou est-ce que c'est quelque chose de natif? Donc la première chose à faire, c'est évidemment de pratiquer le Ruby avant de se confronter au framework. Pour ma part, en fait, j'ai décidé de faire ça, pas en mode formation à 2000 balles sur 2 jours, truc hors de prix, mais plutôt de travailler avec le web, avec des ressources en ligne. Je fais pas mal de workshops en ligne, j'ai lu énormément les docs des API de Ruby, j'ai lu pas mal d'articles sur des blogs qui sont plutôt réputés. Et j'ai travaillé avec un outil que vraiment je vous conseille, j'avais déjà balancé quelques tweets là-dessus, qui s'appelle Learn, c'est une petite startup, enfin petite, je commençais par mal, mais pas mal de monde, ça s'appelle Soundbot. En fait, ces mecs-là, ils ont fait des workshops à la base vraiment dans le monde de Ruby et de Rails pendant des années, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, on va faire une plateforme en ligne, on va présenter ces workshops en ligne, donc c'est beaucoup de vidéos. Ça coûte 99 balles par mois, quand on compare avec les 2000 € pour une formation de 2 jours, ça reste relativement honnête, et vu la qualité des formations qu'il y a dessus, réellement ça les valait. Et puis bon, de toute façon, ça fait environ 12 pintes à la Fontanella, donc c'est bien une consommation 4-5 jours pour certaines personnes qui se méfient de site matin, ça reste plutôt bien. J'ai fait ça pendant 3 jours, donc vraiment en mode Ruby pur, sans taper dans Rails, sans aller chercher plus loin. C'est-à-dire jouer avec le langage de base, jouer avec le file system, les bases de données, etc., sans utiliser aucun code autre que celui que j'écrivais. Je vous avoue qu'au bout des 3 jours, je suis sorti un petit peu comme ça. Mes collègues de bureau pour le confirmer, parce qu'on change quand même d'environnement complet. La syntaxe de Ruby par rapport à PHP, c'est quand même putain de différent. C'était un petit peu rare. Bref, j'ai quand même réussi
et j'ai décidé à ce moment-là d'attaquer la partie Ruby on Rails. Pour le coup, j'ai continué en utilisant beaucoup Learn de Softbot. Leurs workshops sont vraiment mortels, y compris sur Rails. Et je voulais vous parler d'un petit truc ici qui était sympa, c'est Rails for Zombie. Alors c'est l'équivalent de l'ancien tuto je crée mon blog en 15 minutes. C'est un peu plus sympa maintenant, ils ont fait ça vraiment en mode tutoriel interactif. Donc vous êtes dans votre page web, vous n'avez pas besoin d'installer Ruby on Rails sur votre machine. Vous faites du Ruby, du Rails même, dans le navigateur. Donc pour se confronter un peu au langage de framework, c'est plutôt intéressant. J'ai commencé à coder sur des applis réels, en allant voir du code d'appli existante. Alors, ce qui est sympa avec Softbot, c'est qu'ils donnent accès à leur plateforme. La plateforme qu'on utilise pour consommer les workshops, elle est open sourcée aux gens qui bossent avec eux, enfin, qui bossent pour eux, enfin, leurs clients, quoi. Du coup, les mecs qui l'ont fait sont plutôt des pointures dans le langage. Donc de voir une appli réelle et pouvoir les fouiller dans le code quand on en avait besoin, c'était plutôt intéressant. Ça, c'était pour vous parler de mon expérience. Comment je m'y suis pris. Les résultats, au bout de là ça fait un mois, hein, donc clairement je suis loin d'être expert. Le résultat de ce mois-là, c'est ça, c'est pour être ma tronche quand j'arrivais le matin, quand j'arrive toujours le matin, que je vais coder, et quand je parle le soir, j'ai sérieusement kiffé en fait ce mois-ci. Je pense que ça va continuer. Il y a plusieurs éléments dans Ruby et dans Rails qui m'ont plu. Le premier, c'est cette cohérence. Et qui pour le coup, en tant qu'ancien développeur PHP, en ayant fait beaucoup, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle pour le moment je ne me suis pas confronté. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais assez nativement, dans tout ce que j'ai pu regarder jusqu'à présent, c'est extrêmement intuitif. On sent que les choses sont correctement architecturées, on sent depuis le début le côté de toute façon objet, structure à jouer. Et je n'ai pas été confronté à ce genre de choses. Ça m'arrivait vraiment souvent de me dire tiens, ça doit s'appeler comme ça, cette méthode, je vais tester et boum, ça marche. Il y a eu des fois où j'en ai chié. La syntaxe, alors autant elle est très perturbante, autant elle a des côtés plutôt sympas. Alors j'aurais des dizaines d'exemples, il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, qui m'a intéressé. En fait, c'est dans une méthode Ruby, vous pouvez mettre la ponctuation, un point d'interrogation, un point d'exclamation, et c'est assez représentatif de leur vision, leur approche. C'est quand vous créez une méthode qui retourne un booléen, quand vous codez, par du temps, vous posez une question finalement. Est-ce que je peux faire ce truc-là? Est-ce que ça répond à ce truc-là? En fait, en Ruby, la convention, c'est de foutre un point d'interrogation à la fin de la méthode. Ce qui fait qu'en fait, quand vous lisez du code derrière, vous avez vraiment l'impression de lire de l'anglais. Et ça implique quelque chose qui est assez sympa, qui m'a choqué au début, c'est qu'on écrit vachement moins de commentaires. Le code est lisible beaucoup plus rapidement et beaucoup plus instinctivement que du PHP. Clairement, c'est mon ressenti. Hein. Je suis pas en train de vous vendre le truc. Un des éléments qui pour le coup m'a vraiment bluffé qu'il y a à Rails, c'est le côté test. J'ai utilisé deux gemmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le gemme c'est l'équivalent d'une bibliothèque toute packagée dans l'environnement Ruby on Rails. Une qui s'appelle AirSpec et l'autre qui s'appelle Capybara, qui permettent non pas de faire que du test unitaire, mais vraiment de tester votre application, y compris en termes de test d'acceptance. Ceux qui ont déjà bossé avec Selenium, et en fait ici, connaissent ça, c'est-à-dire je vais sur telle page, je clique sur tel bouton, je remplis tel formulaire, et je vérifie que mon résultat est bon. Ce que moi je faisais en Selenium, avec Capybara, clairement je le fais en 5 lignes, c'est-à-dire en 5 ou 10 lignes, je suis capable de tester que y compris si j'ai du JavaScript dans ma page, et ça pour le coup c'est assez bluffant, en 10 lignes je vais tester, j'authentifie mon utilisateur, je vais sur telle page là, je remplis mon formulaire avec ça et ça, je valide, et là je suis capable de tester tout de suite que mon objet a bien été créé dans la base et que mon application fonctionne. L'intérêt de ça, c'est que, et ça je m'en suis rendu compte par hasard, c'est en commençant à lancer mes tests, on arrive à une couverture de test sans aucun effort qui dépasse les 90%. Puisqu'on teste les cas d'utilisateurs, les use cases, évidemment qu'on passe dans la plupart de notre code, et les 90 c'est vraiment le milieu, c'est-à-dire que là aujourd'hui, au bout d'un mois de boulot, sans effort réellement pour tester, autre que je teste ce que voit mon utilisateur, je suis à 95 à 97%. En termes de stabilité de l'application derrière, je trouve ça super intéressant. Surtout quand on le met en rapport avec l'effort qui est nécessaire pour fournir ça. Et enfin, le dernier point, c'est l'écosystème Ruby. Contrairement à PHP, où on a quelque chose qui est extrêmement partagé, on a des dizaines, des quinzaines de frameworks et de librairies dans tous les sens. Ce qui est assez intéressant dans la communauté Ruby, c'est qu'en fait, on parle énormément de Rails et de Sinatra, qui sont deux frameworks, ceux dont on parle le plus. Et on voit que la communauté, l'écosystème est assez regroupé autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui travaille là-dessus. Et donc on a un nombre de libres qui existent, qui est incalculable et qui sont de très très bonnes librairies.
en termes d'authentification, upload de fichiers, web service, interface d'admin, enfin bref, tout ce qu'on fait régulièrement, il y a des choses qui existent et qui sont maintenues. On ne parle pas de libres qui ont été abandonnées depuis 6 mois. Moi, celle que j'utilise, ça publie tous les jours et c'est vraiment super intéressant. En gros, là, je suis encore dans l'effet wow. Je pense que ça ne durera pas, évidemment, je vais me confronter. J'ai déjà été confronté à 2-3 autres bricoles qui m'ont embêté. La syntaxe, autant il y a des trucs fun, autant il y a des choses qui sont un peu hardcore. Quand on vient du monde PHP, au début, c'est voilà, lire du code Ruby, c'est pas super évident. Et il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire. Par exemple, en PHP, quand vous écrivez une méthode, une fonction, quand vous l'appelez, il faut mettre des parenthèses obligatoirement entre vos paramètres. En Ruby, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre le nom de la méthode, espace, et puis vos attributs. Sauf que si vous imbriquez 2 appels de méthode, c'est pas quels attributs font à quelle méthode, donc là il faut mettre des parenthèses. Et vous avez du code qui n'est pas cohérent selon l'usage. Et la vision des développeurs que j'ai pu côtoyer, c'est qu'il faut juste être pragmatique. Quand il y en a besoin, on en met, quand il n'y en a pas besoin, on n'en met pas. Et ça, pour un mec qui a pendant des années essayé d'avoir un truc super carré, c'est un petit peu déstabilisant. Le modèle objet Ruby est un petit peu performant aussi. Il est très différent. Il y a des choses qui correspondent à PHP, des choses qui sont extrêmement différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et le truc, vraiment, qui a été peine in the ass pour moi, ça a été le debug en Ruby. Ça, c'est moi, quelques moments, voilà. Donc, quand j'allais mettre les mains dans autant Ruby débugger, c'est comme du PHP, c'est comme n'importe quel langage, c'est relativement simple. Autant débugger du Ruby on Rails, c'est vachement plus compliqué. Ils poussent très très loin les concepts. Ils font du métaprogramming à fond. Et du coup, pour un mec qui découvre le truc, c'est violent. Et donc, s'il m'est arrivé plusieurs fois de passer là en un mois, 2 jours sur un truc, juste pour comprendre comment ça marchait, pour aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est vraiment le truc qui a été compliqué. En gros, ça représente plutôt bien là, ma relation avec Ruby et Ruby on Rails aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant. La chose dont je me rends compte, c'est que des éléments que j'ai pu mettre 5 jours, 6 jours à coder là, parce que c'était la première fois, je sais que la prochaine fois, ça me prendra une journée. Et pour le coup, ça me prendra une journée, là où j'aurais mis un bon 2 jours en PHP. Pour plein de raisons, vraiment. Je vous invite, si tout ça, ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche, à vous inscrire au prochain workshop Bengaz, parce qu'on essaiera de faire un workshop sur Ruby, peut-être Ruby et Rails, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller en 2 heures, mais si vous voulez découvrir ça, ce sera avec mon plaisir. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, bon, moi je suis développeur PHP depuis quelques années maintenant, et puis vous disiez tout à l'heure que la techno Ruby, ça représentait 0,5% de ce qui est développé. Alors Ruby, selon moi, donc, du coup c'est un truc qui est quand même pas frais, ça fait quelques années. Donc je voulais savoir quelle est la pénétration justement des projets Ruby sur le web. Et par rapport à cette pénétration, est-ce que vous avez une explication justement pour expliquer que c'est encore que 0,5% des projets, alors que Ruby on Rails, ça fait quand même déjà des années que c'est prêt, ça marche. Et du coup, dans les boîtes, parce que j'en ai fait quand même pas mal, il y en a très très peu qui déjà en parlent, et puis encore moins qui développent dessus. Donc, c'est quoi le problème avec Ruby, toi, du coup? Quel est le problème? Moi, je pense qu'il y a eu longtemps, et encore aujourd'hui, il y a eu longtemps un frein réel à l'entrée. Moi, la première fois que j'ai essayé d'en faire, enfin de toucher, alors pour le coup, j'avais commencé le tutoriel blog en 15 minutes, donc c'était il y a 6 ans. Je me suis arrêté parce que je n'arrivais pas à l'installer. Et clairement, le côté environnement a été super compliqué pendant des années. Trouver un hébergement en Ruby par rapport à un hébergement en PHP, c'était vachement plus compliqué. Je pense que ça a joué énormément sur le côté, bah ouais, on a envie de faire un petit site en PHP depuis 15 ans, on pouvait parce que tous les mutualiser, on faisait. Après, je pense qu'il y a d'autres raisons, pour le coup, que je maîtrise pas, parce que voilà, j'ai quand même un mois, quoi. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des projets de ouf qui tournent sur Rails, GitHub est un excellent exemple, et qui tiennent sur Rails, donc je pense que réellement, c'est un outil qui peut être adapté. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas passé plus vite? J'en sais rien. Merci. Oui, une autre question.
avant de choisir, parce que pour le coup, je développe depuis beaucoup plus longtemps que moi sur... Non, juste la question, c'est pourquoi d'un coup passer PHP à Ruby, pourquoi pas aller par un autre langage que Ruby? Pour ma part, ouais, ça c'est purement professionnel, c'est-à-dire qu'en fait je suis rentré dans une boîte qui faisait du Ruby et du Rails, et de toute façon il fallait que je mette, parce que les projets qui étaient tombés, qui avaient déjà été commencés, étaient sur son Node. Après on fait pas que ça, en boîte on fait du Node.js aussi, PHP aussi, toujours, et j'en fais aussi. Donc c'est pas un choix de ta part d'aller vers Ruby pour que... Alors si je suis allé dans cette boîte-là, c'est parce que les technos qu'ils utilisaient m'intéressaient aussi. Ouais. Donc si, perso, il y a un côté fun dans Ruby qui m'attirait depuis un moment, dans la communauté aussi Ruby, et je voulais le mettre. Mais clairement, je suis pas sûr que j'aurais franchi le cap tout seul sans être dans le cadre de mon boulot. Peut-être parce que j'avais pas les ressources aussi, et que de se retrouver confronté seul à ce changement de paradigme complet, c'est pas évident. Le fait d'avoir été avec quelqu'un qui était passé par là quelques mois avant, qui a pu me guider, me donner les bonnes ressources en ligne, c'était plutôt intéressant et beaucoup plus simple. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, ce cas, merci Sèvres. Merci.